Honnêtement, je crois qu'il y avait 800 000 ou 1 million de personnes. Je me suis dit, là, il va y avoir des bagarres, il va y avoir des morts, il va y avoir des trucs de fou. Je sais pas s'il y a pas des gens qui se sont suicidés. Et en fait, Sako, il raconte la même scène que j'ai écrit. Je me lève, je le prends, je lui attrape la nuque, je le serre, et je dis là, je sens plus ma force, j'arrive plus à le lâcher. Il raconte un truc pire que ce qui est écrit. Il y a des agents qui proposent de l'oseille à des journalistes, évidemment. T'as suivi Textor pendant une semaine. De Miami, on est resté une journée, on est parti à Rio. On arrive à Rio, on reste une journée, on fait un match. On dort à Rio, le lendemain, on repart à Miami. Après, on prend son hydravion, et là, on va aux Bahamas. Et le soir, on est aux Bahamas. Le matin, on est au Brésil. Avec son jet ski, il le dirige et tu vois le requin comme ça. Non, c'est un truc de fou. Je dis, ah ouais, ce mec est malade. Ce John Textor, c'est lui qui a été fou d'aller le chercher au centre de formation. Personne connaissait Pierre Sage. Le fait d'avoir pris Fonseca, le gros caillou dans la chaussure, c'est ce pétage de plomb sur Millau. Bah, bonjour Hugo, merci d'accepter notre invitation un peu. Ça fait toujours plaisir de voir des gens de la télé, des médias en général accepter. Ouais, des gens de la télé, calme-toi Elias. Ah quand même, un petit peu quand même. Ouais. Mais voilà, pour rentrer tout de suite dans le podcast, on t'a préparé 2-3 petites surprises. Ah. Donc avec des numéros et tout pour que tu sois pas perdu. Je commence tout de suite. Ouais, tout de suite, direct. Okay. Et que tu nous dises un peu voilà, pourquoi c'est important pour toi. Parce que j'imagine que ça va être important. Il n'y a pas d'échauffement. Il n'y a pas d'échauffement, mais il n'y a pas de piège surtout. C'est ça qui est important. Hop. Déjà, je suis content d'être là avec toi. Ouais, merci je beaucoup. dis avant de découvrir ce que tu m'as préparé. Normalement, on a fait nos investigations. Waouh. Ah ouais, ça c'est... Ça représente quoi pour toi cette équipe ? L'Olympique Lyonnais, saison 94-95. Bah, c'est mon premier contact avec le foot, les émotions du foot et le supporterisme, j'ai envie de te dire. Ouais, il y a Guy Stéphane qui avait des cheveux. C'est incroyable. Là, je suis en train de le voir, là. Il est beaucoup mieux chauve maintenant. Et en fait, je vais t'expliquer. Ok, vas-y. Moi, je suis né en 88. Et en 94, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis. Et je sais plus, un ami de mes parents, je crois, me donne des vignettes Panini. Et j'avais eu Romario. Okay. Et Romario, c'était vraiment le meilleur joueur du monde à l'époque et tout. Et j'avais un petit peu commencé à suivre tout ça dans la cour de récré. À la rentrée 94, j'étais en CP ou un truc comme ça commençait à parler de foot, tout ça. Et en fait, je me suis dit, voilà, faut que je me choisisse une équipe, tu vois. Et tout le monde était pour Marseille, là où j'habitais. J'habitais dans le sud de l'Ardèche, pas trop loin de Nîmes, tu vois, pour dire la ville la plus proche. Mais genre, tout le monde, vraiment 100%, était pour Marseille. Et moi, je voulais pas être comme les autres. Et cette année-là, Lyon a fait une saison de malade. Bon, Marseille, ils étaient en galère dans cette époque-là. Ouais. Ils étaient descendus en D2. Et ils n'étaient pas encore revenus. Et Lyon, ils finissent deuxième derrière le FC Nantes de Coco Ciodo, qui a été quasiment invaincu de la saison. Ils ont fait une défaite ou un match nul, je crois. Une défaite à Strasbourg, ouais, voilà. Et d'ailleurs, Paris va certainement battre ce record cette saison. On l'espère pour toi, Elias. Moi, j'espère qu'ils vont perdre. Et donc, en fait, Lyon, cette saison-là, ils ont talonné le FC Nantes, parce qu'on se rappelle que du FC Nantes invaincu et tout. Mais en vrai, Lyon, ils ont fait une super saison. Ils ont terminé deuxième. C'était Gentil Gana, l'entraîneur. Il y avait des jeunes joueurs très prometteurs qui venaient du centre de formation. Ludovic Giuli, Florent Maurice. À Paris en plus après. Ouais. Florent Maurice, encore aussi, qui était vendu à Paris par l'OL. Il y avait Gava, que j'adorais. Gava, c'était un dribbleur. Il y avait Bruno Ngotti, défenseur aussi, qui a aussi joué à Paris. De gagner sa première Coupe d'Europe. Exactement, ouais. Mais arrête de parler du PSG. Et Ngotti formé à l'OL, qui était un jeune défenseur très prometteur. Donc ouais, cette équipe-là, c'est ce qui m'a mis un petit peu dans le foot. Et après, l'OL, bah oui, Sonny Anderson qui arrive en 99, changement de dimension avec Sonny Anderson. Les titres qui commencent à arriver, qui s'enchaînent. Ouais, t'as été supporter au bon moment. Bah ouais, parce que là j'étais au collège. Collège, lycée, les 7 titres. Personne me parle. Juninho, coup franc, hop, je regardais tout le monde. Et alors les gars, bah ouais, ça m'était débranlé à tout le monde. PSG, Marseille, non, c'était trop bien. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, cette photo, c'est des bons souvenirs, quoi. Ouais, c'est des bons souvenirs, ouais. C'est l'enfance. Bon, la 2, je pense que c'est aussi un bon souvenir. Peut-être meilleur. Ah, on dirait, ça, on dirait un figurine. C'est un petit cadeau aussi. C'est un cadeau, je vais le garder après. Ouais, tu peux le garder pour chez toi. Ah, trop bien. Ah ouais, je vais pouvoir boire mon café. Exactement. Ça, tous les matins, tu penseras à nous. Waouh. C'est énorme. Cocorico Carioca. Je sais pas si vous voyez là, tac. Non, c'est énorme. Ah là, c'est beau ce que t'as fait là. Bah ça, on a fait des petites recherches. T'as les droits pour récupérer le logo ou pas? Bah écoute, normalement comme c'est pour toi, normalement tout va bien.
Ah non, voilà, c'est les émotions. Bah, c'est un peu ton premier pas dans le journalisme. Ouais, alors là, on est beaucoup plus tard. On est après mes études. Regarde, je vais mettre mon verre d'eau là-dedans. Je vais l'utiliser. Ah, top, trop bien. À la base. Ah, l'eau est encore meilleure, j'imagine. Je fais un petit goût de cachaça. Ah, tout bien. Et donc en fait, je fais mes études en alternance. Donc je fais une alternance au Progrès, je fais mes études à l'ESJ Lille en alternance, de 2011 à 2013. Et les promos sont décalés en alternance, donc c'était de novembre à novembre à peu près. Et novembre 2013, je suis diplômé. Et comme j'avais déjà travaillé 2 ans, vu que j'étais en alternance, j'étais titulaire de la carte de presse. Et j'avais des droits au chômage aussi, parce que j'avais travaillé. Et donc en fait, avec un pote de promo, un de mes meilleurs potes, on s'est dit, là, faut pas qu'on cherche un taf. Parce que quand tu commences à avoir ton premier taf, t'es là, t'es derrière des ordis dans les rédactions, t'es relecteur, ou t'es, tu vois, correcteur, tout ça. Tu fais des boulots un peu ingrats. Et nous, on s'est dit, l'été prochain, juin 2014, il y a la Coupe du Monde au Brésil, pays du foot et tout. On peut pas rater ça. On a 24, 25 ans, on peut pas rater ça. Donc, on va essayer de trouver un moyen pour y aller, tu vois. Donc, on est resté au chômage. On a dit, on a droit au chômage. On profite du chômage. On est resté au chômage. On avait la carte de presse. Donc, avec la carte de presse, tu peux t'accréditer sur les événements. Donc, on a monté un blog pour ne pas rien faire de notre vie, quand même, qui s'appelait Cocorico Carioca. Comme son nom l'indique, ça traite un peu de la France et du Brésil, des liens entre les deux pays. Mais surtout, on racontait les histoires de Brésiliens de France et de Français du Brésil. C'était les ponts un peu entre les deux pays. Bon, c'était confidentiel, hein. Il y avait 30 personnes qui le lisaient au départ, notre famille et nos amis. Et un jour, il y a l'équipe, ça c'était en février-mars 2014, qui a organisé un hackathon. En gros, c'est sur un week-end, c'est comme un concours où tu viens, tu es en présentiel, tu t'inscris, nous on s'est inscrit en tant que journaliste, il y avait des développeurs, des designers, etc. Il fallait créer une application. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Et le vainqueur avait son application qui était achetée par l'équipe et utilisée pendant la Coupe du Monde. Et on a gagné ce concours. Il y avait une 20aine d'équipes, tu vois. On a gagné. Et donc, du coup, dans le jury, il y avait le rédacteur en chef de l'équipe et il y avait aussi le chef du web. Donc, tu vois, on a connu ces gens-là. Et tu gagnais le fait qu'ils t'achetaient l'appli. C'était pas grand-chose, mais genre, ils t'achetaient le concept, genre 8000 €, ouais. C'était un truc comme ça, qu'on devait se partager. Et aussi, tu venais une semaine à l'équipe pour développer l'appli en mode pour qu'elle puisse être utilisée. Et donc là, on a pu avoir une communauté de lecteurs et grâce à ça, on a fait un financement participatif. C'était KissKissBankBank à l'époque là. Et donc là, pareil, en échange d'un t-shirt, d'une carte postale, tu donnes 10, 20 €, tout ça. On a réussi à réunir 7 ou 8000 €, plus l'argent de l'appli, etc. On a pu financer un voyage au Brésil de 3 mois pour 2. Bon, c'était pas des folies, hein, on allait chez l'habitant et tout, mais voyage au Brésil, etc. Et il nous restait les accréditations, parce qu'on voulait aller au match et tout. Et nous, on a juste un blog, on n'a pas de médias, tu vois. Donc, on a demandé à la FIFA des accréditations en freelance, mais c'est très difficile. Alors, on a trouvé une technique, un mytho, où on a appelé tous les médias locaux de France. Donc, par exemple, tu vois, Midi Libre et Le Progrès, là où j'avais travaillé, eux, ils envoyaient quelqu'un. Par exemple, Midi Libre, ils envoyaient un journaliste là-bas pour couvrir la Coupe du Monde. Donc, on ne pouvait pas utiliser Midi Libre. Mais par exemple, l'Indépendant de Perpignan, tu vois, un petit journal local, eh ben, vous envoyez quelqu'un au Brésil? Non? Ah d'accord, ok, on raccroche. Et à la fin, on a appelé la FIFA et on leur a dit, voilà, nous, on est freelance et on va au Brésil pour travailler pour l'Indépendant, la Nouvelle République. Tous les médias qui envoyaient personne. Qui envoyaient personne. Parce qu'eux, ils ont dit, ah bah c'est vrai, on les a pas, voilà. Et donc, du coup, on a été accrédité, mais genre, on a eu toutes les accréditations qu'on a voulu. Accréditation, compétition, on a fait le match d'ouverture à São Paulo, Brésil-Croatie. Ensuite, on a enchaîné 5 matchs d'affilée au Maracana. On a vu un match stratosphérique, le 8e de finale Uruguay-Colombie avec le doublé de James Rodriguez magnifique. Incroyable. On était au Maracana pour ce match. Quart de finale, élimination de la France, France-Allemagne, on y était. Demi-finale, on est retourné à São Paulo, on a vu Argentine-Pays-Bas. Et on était même à la finale Argentine-Allemagne.
Bon, on va passer au numéro T'es allé 3. un peu vite, mais tu vas voir que c'est... C'est lié? C'est un peu lié, ouais. Le podcast est fini déjà. Une belle photo là. C'est justement le match que t'as pas pu aller au stade, mais on a regardé, c'est quand même assez impressionnant en fait ce que t'as vécu malgré le fait que tu sois pas allé au stade, quoi. Bah, j'étais pas au stade, alors que je suis allé voir quand même 11 matchs à la Coupe du Monde, mais celui-là je suis pas allé. Raison logistique, il était à Belo Horizonte, fallait prendre l'avion, donc vol interne c'était trop cher. Et donc ce match-là, il était à Belo Horizonte, donc on l'a vu sur la fan zone de Copacabana, donc sur la plage, une des plus grandes plages du monde. Il y avait, je pense, honnêtement, je crois qu'il y avait 800 000 ou 1 million de personnes. Mais je te dis un vrai chiffre, il y avait 800 000 personnes, je crois. C'était un truc de fou. Et là, c'est incroyable parce que ça s'est enchaîné trop vite. Il y a eu tout de suite, il y avait 5-0, je crois, au bout de 25 minutes. Et là, il y avait une telle... Surtout, c'est là que tu vois la pression qu'il y a autour de ce sport au Brésil, parce que les Brésiliens, ils sont tellement sympas, tellement accueillants, il y avait plein d'enjeux économiques. Tellement heureux, tellement de joie, il y avait des enjeux. Mais surtout, Neymar, il se blesse contre la Colombie avant. La pression qu'il a, ce mec, sur lui, c'est un truc de fou. Là, il était pas là. Oh, ils étaient perdus. C'était que des petits garçons. Alors que Neymar, il était jeune. Il avait 22 ans à l'époque. Oui, même pas, ouais. C'était palpable. C'est pas la déception, c'est... La tension. C'était même pas de la tension. C'était la dépression. C'était la dépression. Et en plus, il avait pas plu depuis tout le temps qu'on était au Brésil. Et là, à la fin de ce match, il s'est mis à tomber un orage de fou. Et tout le monde était énervé. Les gens, ils s'embrouillaient. Il pleuvait. C'était l'apocalypse. Je me suis dit, là, il va y avoir des bagarres, il va y avoir des morts, il va y avoir des trucs de fou. Il y a des gens... Je sais pas s'il n'y a pas des gens qui se sont suicidés, des trucs comme ça. Non, mais vraiment, il y a eu des... Tu sentais les gens, ils étaient au bout de leur vie. Ils attendent que ça. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Il y a leur club et là, c'est naissant. C'est surtout la manière, je pense, qui a été... La manière, à domicile. Horrible, ouais. La Coupe du Monde, ils l'ont eu en 1950. Ils ont perdu en finale au Maracana contre le voisin, contre l'Uruguay. Ils l'ont en 2014, ils se font gifler 7-1. C'était le pays du foot, tu vois. Ils gagnent la Coupe des Confédérations en 2013, juste avant. Donc ils sont et les JO en 2016 chez eux, ce qui a un peu rattrapé avec Neymar. Donc ils arrivent en ultime favori, quoi. Mais là, la Coupe du Monde, c'était un sacré match. C'était les trois moments un peu... qu'on voulait évoquer avec toi parce que c'était un peu pour te présenter. Mais du coup, si je me suis juste présenté là. Là, c'était un peu pour... c'est un peu les moments marquants que tu as vécu en tant que journaliste, du moins les débuts et la Coupe du Monde, forcément. Mais du coup, à la base... le décor il n'y a pas de problème, c'est normal. Surtout ces Zizou. C'est Zizou, respect à la légende. Tu intègres l'équipe en 2014 et assez rapidement, finalement, on te confie d'abord le suivi de la Ligue 2, ensuite quelques clubs de Ligue 1. Et après, dès 2015, on te confie directement, donc t'es grand reporter sur ta fiche LinkedIn, il y a écrit grand reporter suivi Olympique Lyonnais. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens ce que ça veut dire déjà grand reporter et en fait en quoi consiste donc ton suivi de l'OL? Non mais, alors ça déjà, c'est juste une appellation pour la grille salariale en fait. C'est juste des appellations. Un grand reporter, c'est censé être un gars qui est tout le temps par Mons et par Vaux, qui fait du reportage, tu vois. Moi, je fais du reportage, mais beaucoup en France, à Lyon, etc. Mais pour résumer, l'équipe, comme je t'ai dit, en revenant du Brésil, après la Coupe du Monde, Cocorico Carioca, je commence à piger. Et j'étais vraiment force de proposition. J'étais vraiment... je montrais que j'étais... Vraiment que j'avais les crocs, tu vois. Et il y a eu un événement en juin 2015. Juin, c'est vraiment le mois où tous les journalistes de l'équipe ils prennent leurs vacances parce que la saison elle est finie et elle n'a pas encore repris. Voilà. Donc là, juin 2015, en plus, il n'y avait pas de compétition internationale. Donc beaucoup de journalistes étaient en vacances. Moi, j'étais pigiste et Sepp Blatter se fait virer ou démissionne c'était le président de la FIFA. Ouais. Il démissionne. Et là, c'est un tremblement de terre et tout. Et mon chef, il m'appelle à 1h30 du mat, j'étais dans mon lit, je m'en rappelle encore de cet appel. Il me dit Hugo, demain tu pars en Suisse. Je fais quoi? Il dit oui, tu pars en Suisse, tu vas. Il nous faut du contenu pour Sepp Blatter, on va faire un gros truc sur Sepp Blatter, il a démissionné aujourd'hui, donc il faut qu'on aille faire un reportage dans son village, voir ce que les gens en pensent et tout. 6 heures plus tard, j'étais dans le métro, gare de Lyon. Je suis allé à Genève. À Genève, j'ai pris une voiture de log. J'ai roulé 3 heures pour aller dans son village, dans le Haut-Valais.
Ça s'appelle Viège, le village de Sepp Blatter. Un petit village de montagne. Hein. Et là, j'arrive dans le village, il y avait déjà d'autres journalistes. Des journalistes de la Sky, Italie, des journalistes anglais. J'étais pas tout seul du tout, tu vois. Et je commence à parler aux gens dans la rue, aux habitants de Viège. Ils parlent pas anglais déjà. On est en Suisse, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais, ils parlaient que allemand. Ouais, parce que c'est vraiment, c'était c'est la campagne profonde. Ils parlaient que allemand. Ça veut dire des paysans. Donc là, non, j'allais pas dire ça. Beaucoup de respect pour les paysans. Et en fait, là, je me suis dit, oulala, dans quoi je me suis embarqué, là, ça va être très très chaud, là. Parce que moi, je parle pas un mot d'allemand, tu vois, par Kinder, enfant. Donc, du coup, je rentre dans un bar, je suis un peu démoralisé et tout. Je prends une bière au bar. Et le gars qui me sert la bière, il me parle en français. Et je dis, ah, mais vous parlez français, vous? Il me dit, ouais, mais c'est mon bar et tout, mais je parle français parce que ma femme, elle est française. Enfin, elle parle français. Je dis, ah d'accord, c'est qui votre femme? Il me dit Corinne Blatter. Je dis, quoi? Comme cette Blatter? Il dit, oui, bah oui, c'est sa fille. Oh. Il me dit, bah elle est là-haut, elle est à l'étage, elle est à la maison. Parce que le gars, ils avaient leur appart au-dessus du bar. Je fais, mais non. Je dis, bah vous pouvez l'appeler. Et en fait, Corinne Blatter, c'était elle qui gérait la com de cette Blatter. Donc en plus, elle était sursollicitée là. Et donc il l'appelle, elle dit, non, je peux pas descendre, il y a des journalistes partout, j'ai pas envie, tout ça. Il dit, bah viens, il est français, il est sympa. Son mari, genre, il essaie trop de la convaincre. Et à un moment, elle descend. Discretos, et elle me dit on sort du bar et on va marcher dans le village, dans des petites rues et tout qu'elle connaît, et on discute tout ça, et je fais une interview de la fille de Sepp Blatter en fait. Le fruit du hasard quoi. Elle m'emmène même devant la maison des parents de Sepp Blatter, au cimetière là où ils sont enterrés, elle se met à être hyper émue, à pleurer, j'ai un putain d'article. Donc je fais un article sur ça et tout, et là mon chef il était hyper content, bravo, t'as réussi à trouver un truc de ouf et tout, tu vois, c'est bien. Donc à partir de là, j'étais sur les rails pour être embauché, et ils m'ont embauché quelques semaines, quelques mois plus tard, quoi. Et je reviens à ta question. J'ai commencé par faire le suivi de la Ligue 2, et je me suis donné vraiment pour sortir des sujets un peu originaux, etc. Et après, en Ligue 2, en fait, je suivais plus que les autres clubs Strasbourg, parce que c'était eux qui étaient premiers. Et après, ils sont montés. Et quand ils sont montés, je les ai suivis en Ligue 1. C'est ce que j'ai demandé. Chaque année, je demandais à mes chefs de marquer une petite progression. Donc je faisais la Ligue 2, là, Strasbourg est monté, je connais déjà, je les ai suivis en Ligue 2. Est-ce que je peux les suivre en Ligue 1? Je les ai suivis en Ligue 1. Donc j'ai fait Strasbourg en Ligue 1. Et la saison d'après, j'ai demandé à faire Nîmes et monter en Ligue 1. Et je me suis dit, ah, c'est l'occasion de progresser encore en demandant à faire 2 clubs. Donc j'ai fait Nîmes et Montpellier. Parce que c'est distant de 40 km. Ouais. Et en plus, c'est ma région. Ouais, c'est ça. Donc là, je connaissais trop bien. Là, j'ai commencé à faire vraiment des infos. J'avais des infos, tu vois, transferts, tout ça, sur ce qui se passait dans les clubs, tout ça. Donc c'était bien, je me suis fait remarquer. Et 2 saisons plus tard, j'ai commencé à faire l'OL. En 2019, quand il y a Juninho qui est arrivé. Parce que j'avais pas mal d'infos sur Lyon, de plus en plus d'infos. Et donc à partir de là, j'ai été sur l'OL depuis cette époque-là. L'OL et aussi l'équipe de France Espoir. Mais du coup, comment tu fais justement pour avoir des infos sur Lyon, alors que à la base, t'étais pas sur ce club-là? Pour déjà avoir des infos sur un club que tu suis pas, c'est les relations que tu fais... C'est long, il faut prendre le temps de tisser un réseau et de l'entretenir. Et surtout, il faut pas compter sur une source ou 2 sources, il faut pouvoir compter sur tout le monde. Parce que les infos, il faut les recouper, et surtout, il ne faut pas dépendre d'une ou 2 personnes. Moi, ça me faisait marrer parce que, évidemment, Juninho, en 2014, je l'ai rencontré au Brésil, on s'est liés vraiment d'amitié, etc. Et quand il est arrivé directeur sportif à Lyon, j'étais bien, je commençais à avoir un peu des infos et tout, parce que lui était là. Il m'en donnait pas forcément, mais comme je le connaissais, il pouvait m'aider, m'introduire, etc. Okay. Et j'avais des trucs. Et là, à ce moment-là, tout le monde a commencé à dire « Ouais, bon, de toute façon, Hugo Guillemets, c'est Juninho qui lui file toutes les infos. » Juninho, il s'est barré, j'ai continué à avoir toutes les infos. Ouais. Après, oui, non, mais de toute façon, Jean-Michel Aulas, il s'est barré, j'ai continué à avoir toutes les infos. Et là, maintenant, les gens, ils disent quoi? Bah, c'est John Textor, il donne toutes les infos à Hugo Guillemets. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand t'es l'équipe, déjà, tu peux établir un rapport de force avec... Équitable, quoi, avec les clubs. Avec les clubs et avec les interlocuteurs, que ce soit les joueurs, les agents, tous ceux qui peuvent t'apporter des infos. Hein. Joueurs, agents, dirigeants de club, staff, etc.
Quand par exemple, si là j'ai pas de médias, j'arrive et je veux des infos, bah ils vont me dire mais en fait non. Mais là je suis l'équipe. Donc grâce à mon média, j'ai cette force-là. Est-ce que maintenant que tu es Hugo Guimé et l'équipe en même temps, puisque maintenant tu es limite tout aussi connu pour sortir des infos que l'équipe en tant que média, est-ce que parfois même l'info vient à toi maintenant ou pas du tout? Ouais, ça arrive ça. Mais en fait, quand j'ai commencé à avoir des infos, je me suis mis tout de suite une éthique où je me suis dit, bon, moi je suis le journaliste de l'équipe, il faut que tout ce que je sors, ça soit vrai. Il faut jamais que je sorte une saucisse en fait. Et je me suis attaché à ça. Et c'est pas facile parce qu'en fait, au début, et même encore aujourd'hui de toute façon, tu te fais souvent doubler quand tu fonctionnes comme ça. Parce qu'il y en a, ils jettent un peu la pièce en l'air des fois. C'est genre, ils sortent un truc, ils sont sûrs à 50%. Ben, ça va. Une semaine plus tard, ça se confirme. Ils vont dire, ben voilà, on était les premiers, machin, ils vont sortir tout le truc. Mais c'est pas très pérenne, ça, quoi, c'est ça? Non, parce que tu peux aussi tomber du mauvais côté et parce que t'as dépendu que d'une seule source. Et du coup, t'es un peu dépendant à cette source-là, etc. Dans le storytelling de ton information. Parce que quand les gens ils te donnent une info, si tu vas chercher l'info, par exemple, le transfert d'un joueur d'un club à un autre club, si t'as l'info du club vendeur, mettons, je te prends l'exemple, c'est pas un exemple qui est arrivé, hein, mais je te donne un exemple. Nico Tadze qui signe de Metz à l'OL. Si tu as l'info auprès des dirigeants de l'OL, l'info c'est Nico Tadze signe à l'OL. Ok, si tu as l'info auprès des dirigeants de Metz, Nico Tadze signe à l'OL. Sauf que comment ils vont te raconter l'info? C'est différent. Genre Metz, ils vont te dire ouais non mais là ils ont pas été honnêtes avec nous, ils ont parlé d'abord aux joueurs, machin. Lyon, ils vont te dire oui, alors Metz, ils ont demandé trop d'argent. Enfin, t'as des storytelling différents. Et quand tu vas du côté du joueur, t'as encore un truc différent. Donc, le recouper, ça te permet d'être le plus proche possible de la vérité dans ton storytelling, même si l'information, ça reste Nico Tadze signal OL. Donc, ça, par exemple, pour la prolongation de Cherki, par exemple, ou même l'arrivée de Thiago Almada, bon, sans nous dire les sources. Là, quand c'est des infos, tu vois, assez importantes comme ça, tu passes quoi? Par les joueurs, le joueur lui-même, l'entourage du joueur, le staff peut-être du club? Ben là, quand il y a deux parties, le club et le joueur, moi, je veux une... Donc si, par exemple, je la prends auprès du club, je demande une confirmation d'un très haut dirigeant du club. Il y en a 2-3, mais il faut avoir une confirmation là. Ensuite, une fois que j'ai cette confirmation, il faut aussi absolument contacter l'entourage du joueur et avoir la confirmation de l'entourage du joueur et leur son de cloche aussi par rapport à ça et l'inclure dans l'article. Voilà. Donc, d'autres médias, l'entourage du joueur dit il va prolonger, bah, ils sortent un article. Il va prolonger, mais il veut... mais c'est que 1 an parce qu'il veut partir, machin. Donc, c'est que dans le sens un peu du joueur, tu vois. Ok, ouais. Ou alors, bah, ils peuvent se tromper. Moi, je fais pas ça. Donc, après, tu dis, oui, Hugo Guillemets, c'est devenu un truc important pour les infos, tout ça. Mais parce que les gens se sont rendus compte que j'étais fiable. C'est ça, en fait. La légitimité, c'est ça qui fait que les gens me croient et du coup m'ont donné de l'importance dans la communauté des supporters. C'est grâce à la fiabilité. Mais comment tu fais, par exemple, alors je sais pas si ça t'est arrivé récemment ou pas du tout, mais quand tu as une info, elle est bonne, elle est vérifiée, recoupée, mais qu'au dernier moment, tu vois, pour X ou Y raison, bah ça devient faux. Mais ça arrive. Et ça devient... Mais du coup, ça ne devient pas faux. C'est juste que au moment où tu l'as écrit, c'était vrai. Mais dans l'esprit des gens, tu vois, ils vont se dire, bah c'est faux. Non, mais au moment où tu l'écris, c'est vrai. Et s'il y a un retournement de situation, bah, quand est-ce que c'est arrivé? Bah, Benrahma, il avait signé à l'OL, finalement, en fait, il n'a pas signé. Et en fait, le lendemain, il l'a signé. Mais tu vois, au moment où ça capote, les gens peuvent se dire, ah, mais Hugo a dit c'est fait. Ben oui, c'était fait. Sauf que quand ils ont envoyé le truc dans le système informatique, il y a eu un bug. Et du coup, ça a dépassé le temps. Et du coup, ça a été annulé. Et ça, au moment où je sors le truc, c'est pas encore arrivé, en fait. Mais le joueur, il a déjà signé, il a posé avec son maillot. Donc, je peux le sortir, tu vois. Donc voilà, mais c'est... C'est les risques du métier, quoi. Ouais, c'est les risques du métier. Ben, tu peux pas faire 100% sur tout. Parce que dans le foot, il y a des retournements de situation de malade. Mais bon, tu le dis, tu vois, tu es donc beaucoup en contact avec les agents, les joueurs eux-mêmes.
comment tu fais parfois pour, je sais pas si tu arrives à tisser des relations un peu plus profondes avec certains, comment tu fais justement pour faire la part des choses entre ton métier de journaliste, ton amitié et donc ta relation avec un joueur, tu vois? Comment tu fais pour te dire non, je veux vraiment faire mon métier sans prendre en compte Parce que mon amitié? la priorité c'est informer. La priorité, c'est les lecteurs. C'est-à-dire pas les prendre pour des cons. Donc, peu importe les relations que tu tisses avec les gens, même si c'est des relations amicales, le truc qui est préétabli dans ta relation, c'est demain, si tu fais un truc de ouf, je vais écrire que tu as fait un truc de ouf. Voilà. T'as pas des joueurs parfois. C'est pas parce qu'on s'entend bien que ça n'arrivera pas. T'as pas eu des joueurs qui t'ont dit, mais qui pensaient que comme tu t'entendais bien avec eux, t'allais être plus conciliant et t'as pas eu de cas comme ça? De joueurs qui t'appellent en te disant pourquoi non, tu mais sors en plus, ci, pourquoi tu non, sors mais ça? en plus, non, mais en plus, c'est contre-productif. Mmh. Parce que les gens se rendent compte d'un journaliste qui sort jamais les trucs négatifs sur un joueur Ouais. et qui sort que le positif. Les joueurs, mais c'est pas souvent les joueurs, c'est surtout les entourages de joueurs qui cherchent à jouer de cette relation pour essayer d'obtenir des notes plus favorables, etc. Mais ça, tous ceux qui sont intelligents, ils le font même pas. Ah ouais? En fait, il faut toujours faire en sorte de rester dans le rapport de force. C'est-à-dire, nous, on a besoin d'eux, évidemment, mais eux aussi, ils ont besoin de nous. Et donc, il faut que ça reste équilibré. Si ça devient un rapport de soumission et que là, il y a toujours des sources ou des agents, machin, qui te demandent des trucs, des services, fais une brève sur mon joueur, dis qu'il y a Francfort qui est intéressé par mon joueur, comme ça va exciter le marché. Mais Francfort, ils sont intéressés? Non, c'est juste pour... Ça, on te l'a beaucoup demandé, ça? Ah, mais ça arrive tous les jours. Ah ouais? Les agents qui veulent qu'on fasse des brèves sur leurs joueurs, genre, mais ouais, Francfort, Villarreal et Atalanta, tu sais, des clubs un peu dans la hype et tout, ouais, ils le suivent, tu mets qu'ils le suivent, qu'ils l'ont supervisé, nanana. Alors qu'en fait, il a un club, genre, sur les 3 peut-être, ou il a un autre club que tu cites même pas, genre Stuttgart, et il se dit, Stuttgart, ils vont voir l'article, ils vont renchérir, quoi. Ils vont dire, c'est pas qu'ils vont renchérir, c'est qu'ils vont se bouger, ils vont faire leur offre, ou tu vois. Ils sont peut-être juste intéressés, mais là ils se disent, putain, il y a de la concurrence, c'est l'équipe, c'est costaud, faut qu'on y aille, tu vois. C'est que du bluff, mais là t'es utilisé quand il y a un truc pareil. Il y a des agents qui proposent des billets. Ça, je sais que ça existe, ouais. Moi, on m'a jamais proposé, mais il y a des agents qui proposent de l'oseille à des journalistes, évidemment. Non, mais ça, c'est vrai. Mais des gros billets, comment tu fais pour refuser? Parce que attends, mais là, tu mets un doigt dans un truc, ça y est, c'est fini, t'es plus journaliste. Ouais. Si t'acceptes un billet, genre, déjà, c'est de l'argent, c'est du black, tu vois, mais bref, t'acceptes un billet pour écrire un truc, alors que t'es censé écrire le truc par rapport à l'info, tu vois, et en plus, t'es payé pour écrire. T'es payé par ton journal, t'es salarié. T'as pas accepté de l'argent pour orienter ce que t'écris, en fait. Parce que si tu fais ça, tu trahis ton employeur. Et tu trahis surtout les lecteurs, en fait. Ouais, les gens qui te lisent. Ouais. Après, ça sort, t'es plus pris au sérieux, en plus, direct. Ah bah là, non. Ouais. Et est-ce qu'il y a des infos, par exemple, que t'as regretté d'avoir sorti parce que ça a pu te mettre dans des situations délicates? Non, ça t'est jamais arrivé? Non, jamais rien, parce que j'ai vérifié à chaque fois que les gens étaient au courant que j'allais sortir l'info. Le dernier dernière grosse info, genre Pierre Sage viré. Bah, je savais qu'il y avait RMC qui était sur le coup aussi, ils avaient l'info. Mais je pouvais pas la sortir parce que j'avais pas réussi à joindre Pierre Sage. Et je voulais savoir, lui, je sais qu'il le savait, parce que Textor lui avait dit, etc. Enfin, il savait qu'il était viré. Mais je voulais savoir s'il avait prévenu ses proches. Ok. Parce que si t'es sa femme ou quelqu'un de sa famille, etc., et hop, tu reçois une alerte l'équipe, Pierre Sage viré, le mec il te l'a pas dit, tu vois, c'est relou comme situation. Donc ça, je fais toujours gaffe. Mais non, il n'y a jamais rien. Enfin, comme ça, là de tête, il n'y a rien qui me vient. Je pense notamment à l'affaire avec Mamadou Sakho que tu as eu récemment, où dans l'article, tu écris qu'il a balayé son club, lui, son coach, lui dit qu'il l'a seulement empoigné. En fait, Mamadou Sakho, le jour où il y a l'altercation avec Derzakarian, je suis au courant et tout, et je sors cet article. Et il y a il y a vraiment beaucoup de témoins, parce qu'il était dans le vestiaire. Il y avait 4 ou 5 témoins, et tout le monde raconte la même chose.
Et donc là, même les joueurs et tout avec qui t'as parlé, donc là, tu sais vraiment, t'as recoupé. Mais tout le monde raconte la même chose. Ouais. En fait, le fait est que lui, il s'est appuyé sur un truc sémantique, c'est-à-dire un terme balayé, qui n'était même pas dans l'article, mais dans un tweet. Et parce qu'en fait, quand il a été empoigné d'Erzakarian, il a trébuché. Et les témoins ont dit, ouais, il lui a fait un croche-patte. Ouais, okay. Donc, ça vient juste de là. Mais la réalité, c'est que le coach a été empoigné par son joueur et qu'il est tombé. Ouais. Et que le joueur et que en plus, ça a arraché son collier. Donc, qu'il y a eu quand même une altercation assez violente, tu vois. Et quand il va sur le plateau de Canal+ pour faire le malin en disant je vais porter plainte, etc., il dit oui, d'ailleurs je vais porter plainte contre, il regarde son téléphone parce qu'il se rappelle plus de mon nom, Hugo Guillemet, etc. Et après, le journaliste lui demande de raconter la scène. Et en fait, Sako, il raconte la même scène que j'ai écrit. Je me lève, je le prends, je lui attrape la nuque, je le serre, et je dis là, je sens plus ma force, j'arrive plus à le lâcher. Il raconte un truc pire que ce qui est écrit, un truc plus grave. Donc voilà, en fait, il raconte un truc pire. Je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de ouf, parce que même si ça avait été ça sans le fait que le coach tombe, il se faisait virer pareil, en fait. Bref, il a pas digéré le fait qu'on ait écrit qu'il avait un comportement qui n'était pas très pro à Montpellier, etc. Et que ça soit fini comme ça. Il n'était pas content que cette altercation elle sorte. C'est juste pour... Après, moi je comprends que les gens ils aillent se défendre, il n'y a aucun souci. Hein. Sur les plateaux, etc., il n'y a aucun souci. Mais je regrette absolument pas de l'avoir écrit. Hein. Il y a un autre article aussi qui m'a valu des problèmes, plainte en diffamation, etc. C'est sur Brahim Thiam. Brahim Thiam, il y a eu une plainte de la FFF pour exercice illégal de la profession d'agent. Une plainte qui venait d'un signalement d'un agent. Et Brahim Thiam, il n'a pas la licence d'agent. Et il conseillait des joueurs, et un en particulier, Younis Abdelhamid, qui appartenait à un autre agent. Et il était, en même temps, Brahim Thiam, il était donc consultant sur beIN Sport, il commentait les matchs. Et moi, j'ai pas dit qu'il exerçait illégalement la profession d'agent, j'ai dit qu'il y avait eu le fait quoi, que la FFF avait porté plainte pour exercice illégal de la profession d'agent. Donc Brahim Thiam soupçonné d'exercice illégal de la profession d'agent. Il a porté plainte en diffamation pour ça, mais en fait, la plainte c'était, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, en diffamation, dès que tu portes plainte pour diffamation, la personne automatiquement est mise en examen. Mais ça veut rien dire être mise en examen, ça veut dire juste on analyse le truc. Ouais. Donc en fait, et dès qu'il y a eu une mise en examen, lui, il a communiqué sur les réseaux sociaux avec son avocat, qui est un escroc d'ailleurs qui a été radié depuis du barreau, il s'appelle Arash Derambarch. Avec son avocat, tous les deux, ils ont communiqué sur les réseaux sociaux. Sur ta mise en examen. En disant, l'équipe mise en examen, voilà, la vérité arrive et tout. Comme si j'avais été condamné. C'est un truc de fou. Je me suis pris un harcèlement numérique à cause de ça. Bon, bah du coup, j'ai rien fait. Moi, les conseils de l'avocat de l'équipe, c'était d'attendre, etc. Et on est arrivé à l'audience. C'était une parodie. Les juges ont dit, là, vraiment, on a du boulot. La justice. Et vraiment, nous faire venir pour ça, vous avez rien d'autre à faire, en fait. Donc, ils ont prononcé une nullité. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas jugé le truc. Ils ont dit, ils ont annulé la plainte. Donc voilà. Okay. C'est souvent comme ça le foot. Une procédure bâillon, voilà, j'ai retrouvé. Procédure bâillon, c'est que tu portes plainte pour pouvoir communiquer sur le fait que tu as porté plainte. Tu fais du buzz, etc. Y a une mise en examen, oh là là, et les gens te croient coupable parce que tu es mis en examen. Ouais. Mais après, le fait que la plainte est annulée tellement elle est vide et qu'en fait il y a eu une procédure bâillon, ça, il n'y a pas de communication là-dessus. Bon, pour parler de sujets un peu plus légers, pour l'équipe MAC, tu as suivi Textor pendant une semaine. Ouais. C'est un papier quand même assez fou parce que le mec a vraiment un train de vie de malade. Comment t'as... déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette enquête, de ce suivi? Comment tu as fait pour obtenir ça? Ça a été long à mettre en place. Franchement, j'ai mis 1 an au moins à le faire accepter. Il fallait négocier, il fallait...
En fait, fallait convaincre, faut souvent convaincre dans ce métier. Fallait le convaincre qu'il y avait un intérêt aussi pour lui à ce qu'on fasse ça. Que les gens le connaissent mieux, le connaissent dans son intimité, etc. Et au final, j'ai réussi à le faire. Ce qui me plaît, c'est que les gens qui détestent Textor ont adoré l'article. Les gens qui adorent Textor ont adoré l'article. Textor a adoré l'article. Les détracteurs de Textor, les journalistes ont adoré l'article. Tout le monde a aimé l'article. En vrai. Il est fou. Peu importe l'avis qu'ils ont sur Textor, que l'avis soit blanc ou noir, et les gens, ils ont aimé l'article. Donc, ça veut dire que lui-même a trouvé que ça le représentait bien. Donc voilà, après, c'était une expérience de malade. À quel point c'est fou de suivre quelqu'un comme ça pendant une semaine, parce que voilà, quand il est fatigué, il va sur son île, il change de maison pour passer d'une Moi, c'est ce que je préfère 50. faire, parce que là, t'es vraiment sur le terrain et tu racontes, t'es les yeux, l'odorat, l'ouïe des lecteurs. Et c'est le reportage, tu vois, le récit. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus, tu vois, d'écrire des situations, d'écrire des comportements, d'écrire... de mettre des éléments de portrait, des éléments de reportage. Et ouais, c'était fou parce qu'en fait, je suis parti de Paris pour aller à Miami, où je l'ai rejoint à Miami. De Miami, on est resté une journée, on est parti à Rio. C'est à 9 heures de vol. Vol la nuit, on dort dans l'avion. On arrive à Rio, on reste une journée, on fait un match. On dort à Rio, le lendemain, on repart à Miami. Encore en dormant dans l'avion. Oh, parce qu'il dit que lui... Après, on arrive à Miami. Ouais. Attends, on atterrit à Miami dans la matinée. On va chez lui vite fait. Après, on prend son avion, comment on appelle ça, son hydravion. Et là, on va aux Bahamas. Et le soir, on est aux Bahamas. Le matin, on est au Brésil. Le midi à Miami. Le soir, on est aux Bahamas en hydravion. Ah, c'est fou. Et les pieds dans le sable, sur son buggy et tout, aux Bahamas. Et ouais, c'est fou. Je me suis rendu compte que ces gens, en fait, ils ont des putain de baraques avec des lits de fou et tout, mais ils dorment le plus souvent dans l'avion. Ouais. Genre, mais dans l'avion, tu dors bien. C'est pas l'avion comme quand toi, tu vas à Cancun. Ouais, t'es là, t'es tout droit comme ça. Il y a l'autre devant, il descend son siège, t'es comme ça. Non, tu regardes le film. Non, là, c'est... Parce que lui, il dit qu'il prend du coup plus les avions le jour. Du coup, parce qu'il comme que ça, la nuit. Il dort la nuit. Comme ça, tu dors et en fait, top quand t'arrives. Voilà, il s'endort à Miami, il se réveille à Rio. Et le reste du temps, il peut bosser, quoi. Est-ce que ça, c'est la journée la plus folle que t'as faite avec lui ou pas? Ou il y a encore plus fou Non, le plus fou, c'est... Donc, on arrive aux Bahamas. On fait l'après-midi, le soir et tout. Et le lendemain, on devait repartir à 15h à Miami. Et lui, il fait des réunions toute la journée. Réunions dans sa piscine, en visio, comme ça, avec le téléphone dans la piscine. Mais il fait des réunions toute la journée. Donc moi, bah, je me suis occupé, hein. Il y avait des petits trucs, île déserte, mais bien, quoi. Il y a 17 employés, tu peux demander des cocktails, tu peux... Donc, et à 14h10, je pensais qu'il allait me dire on y va. Et là, il me dit, on va visiter l'île. Je dis, quoi? Il dit, oui, je vais te montrer les bébés requins et tout. Je dis, mais comment ça? Il dit, ben, on prend le jet ski, on va voir les bébés requins et tout. Je dis, non, mais là, on part et tout. On part en jet ski. C'est une grande île, hein. Tu vois, pour faire le tour en voiture, faut... Enfin, c'est des petits buggy. C'est son île, non? C'est son île, il n'y a que lui et les 17 employés. Mais genre, pour faire tout le tour, tu mets 20 minutes déjà, tu vois, en buggy. Et là, on prend des jet skis et on va dans la mangrove et tout. Enfin, mais on part loin, tu vois, truc de ouf. Et on arrive dans un endroit où il y a un peu de mangrove et pas beaucoup de fond et tout. Et là, il y a vraiment des requins, quoi. Des bébés requins. Ouais, des bébés requins. Et il me dit, et dès qu'il en voit un, il me fait, là, il y en a un. Et en fait, il va à fond vers le truc et il le rabat, tu sais, genre avec son scooter comme ça. Il fait des dérapages pour le diriger, pour lui faire peur, pour l'amener vers le bord, pour que je le voie. En fait, il me dit, reste là. Et lui, avec son jet ski, il le dirige. Tu vois le requin comme ça? Non, c'est un truc de fou. Je dis, ah ouais, ce mec est malade. Et il fait du rodéo shark, tu vois. Là, c'était le truc le plus de fou. C'est que je me suis dit, ouais, lui, il a vraiment pas le temps. Il reste 50 minutes avant le départ de l'avion. On va faire du jet ski, voir des requins et tout. Et ensuite, on revient. Il restait genre 10 minutes. Il me dit, bon, bah, va chercher tes affaires. Mes affaires, elles étaient dans ma villa, parce qu'on avait une villa, j'avais une villa perso, genre. Et elles étaient à genre 5 minutes de buggy, tu vois.
Et je suis allé, j'ai tout laissé en vrac, j'ai pris mes affaires, on s'est dépêché, on est monté dans l'avion, j'étais encore en short claquette. Et on est parti à Miami. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment le cliché de l'Américain qui, entre guillemets, connaît rien au foot? Parce que quand même, il est... Non, ça non. C'est ça. C'est le cliché de l'Américain en mode les grandeurs, ça oui. Parce que vraiment... il est impliqué dans... dès qu'il veut faire un truc, il le fait. Genre, ouais, machin, là, on va prendre ça, tac, on fait ça. C'est un instinctif. Mais moi, j'étais choqué de voir comme il connaît le foot. Il regarde trop de matchs, c'est abusé. Okay. Tous les jours, il doit regarder 3 matchs. Il regarde même des matchs sur Y-Scout. Okay, ouais. Donc il se met des matchs de jeunes, etc. Il regarde quand il va à Lyon, il va voir les U14, les U17. Et il connaît, tu vois, quand il parle de foot, après, je pense qu'il y a 4-5 ans, il connaissait rien. Okay. Mais il s'est entouré d'analystes, etc. qui lui parlent sans arrêt de foot. Et ça le passionne. Et donc du coup, maintenant, il connaît, tu vois. Il dit, ouais, pourquoi là, on joue en 4-3-3 pourquoi il déteste on joue en 3 défenseurs déjà, il déteste... Ouais, voilà. Là, dans le demi-espace, là, on a personne. Lui, il manque de jambes. Bon, lui, j'aime bien parce que, voilà, il a des vrais avis, tu vois. Parce que l'homme derrière l'homme d'affaires... Parce qu'on voit qu'à chaque fois, ses employés, peu importe dans quel domaine ils les emploient, ils l'adorent. Ils sont tous fans de lui, que ce soit le barman ou même... non, mais parce qu'il est hyper simple et sympa. Ouais. En fait, il n'a pas ce mépris qu'ont souvent les dirigeants envers les gens qui travaillent pour eux. Ça, c'est un truc que je déteste. Mais malheureusement, c'est très développé. T'as un grand patron, il y a plein de gens qui travaillent pour lui, etc. Il y a un mépris de classe un peu. Lui, il n'a pas ça du tout. Il se met au niveau du gars qui taille ses arbres sur son île et il parle avec lui, il parle de foot, il dit « Ah mon gars, comment ça va, tes enfants, machin ?» C'est vraiment bonnard, quoi, humainement. Donc tu as quand même des bonnes relations avec lui, ce qui n'était pas forcément le cas, normalement, avec son prédécesseur Jean-Michel Aulas. Si, j'avais des bonnes relations. J'ai des bonnes relations. Il t'a quand même tagué 2-3 fois. Oui, mais il faisait ça avec tout le monde. J'ai retrouvé un tweet quand même qui était assez drôle. Si t'avais dit journaliste de quartier, par exemple. Ouais. C'est lui qui m'a nommé journaliste de quartier. C'est ouf quand même. À quel moment, comment tu réagis quand t'as le En fait, ce qui est marrant, c'est que tout le monde a cru qu'il disait ça en mode quartier, la cité, tu vois. Alors qu'il disait journaliste de quartier, il voulait dire un truc méprisant, genre t'es même pas un journaliste national ou régional, t'es le journaliste d'un quartier, tu vois. Genre tu fais les infos juste sur un quartier, tu vois. Tu t'es expliqué avec lui du coup sur ça? Ouais, mais en fait lui. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de te mettre une insulte sur Twitter, tu l'appelles 2 minutes après, « Ah, monsieur Guillemet, comment allez-vous ?» et tout. Il est trop fort. Non, mais dans la relation... Après, moi, j'ai toujours eu des relations respectueuses avec Aulas, et je le respecte beaucoup. Mais humainement, il est très différent de Textor, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, du coup, au fil des années, t'es quand même devenu Monsieur Info. Donc, sur Lyon. Sur Lyon, évidemment, sur Lyon. Donc ça implique que tu es super actif pendant le mercato. Je crois que tu n'aimes pas trop cette période. Tu disais pourquoi? Bah, c'est chiant. Parce que je préfère, c'est faire truc comme j'ai fait avec Textor. Bah, tu l'as fait avec TJ Savanier d'ailleurs. Savanier, je suis allé dans son quartier. Ouais. Ah ouais. Mais c'est quand même là. Je suis resté 3 jours dans son quartier, j'ai raconté sa vie en fait. Un gitan qui vit encore dans son quartier, dans son HLM, alors qu'il gagne 200 000 € par mois, quoi. C'est génial. Le mercato, parce que tu me posais la question, c'est chiant parce que... Ton téléphone sonne beaucoup, j'imagine? Ouais, et puis l'objectif, c'est juste trouver l'info, la sortir. T'as cette excitation un peu de sortir. Mais en vrai, on s'en fout, tu vois. Parce que moi, déjà, moralement, je suis contre les transferts. J'aime pas le fait de transférer un joueur. Tu vois, genre... et c'est trop le cas. Là, les mercatos, déjà, ils sont ouverts. C'est trop long. Faudrait ouvrir que ça va peut-être changer pendant la trêve. J'aimerais bien. L'affaire Lassana Diarra, etc. Mais déjà, pendant que... Bah, ouais, ça, j'y crois pas trop. Mais déjà, quand le championnat reprend, le mercato s'arrête. Là, tu peux avoir un mec qui fait la première journée de championnat à Marseille, et la 3e journée, il est à Nice. Première journée, il va jouer contre Montpellier, par exemple, avec Marseille. Et 3e journée, s'il y a Nice-Marseille, il rejoue contre Montpellier, le mec. Puis en plus, tu as des jokers, donc tu peux même transférer des joueurs hors période de mercato. Et puis, le transfert, c'est quoi? C'est la rupture d'un... Le joueur, il signe un contrat de 4 ans avec son club. C'est un CDD de 4 ans et tout. Et il y a un autre club qui arrive, qui paye 20 millions pour casser le CDD, en fait, et prendre le joueur. C'est... Tout ce système des transferts, et quand je vois après à l'intérieur, quand tu connais le nombre de personnes qui se gavent sur les transferts, les commissions qu'il y a, les rétro-commissions aussi, c'est-à-dire certains dirigeants qui favorisent certains agents. Dans certains clubs, il y a toujours les mêmes agents qui travaillent.
Parce que les agents, ils vont toucher des commissions sur les transferts et ils vont rétrocéder de l'argent aux dirigeants. Alors que c'est les dirigeants eux-mêmes, c'est le club qui a versé de l'argent aux agents. C'est ouf. L'agent, il touche sa commission et comme les dirigeants le font bosser que lui, il rétrocède une partie. C'est ouf, bah oui, c'est ouf. Mais bon, t'as la même chose en politique. Ouais, voilà. Donc c'est... Ouais, c'est... Après, je le fais, c'est bien, tu vois. Et c'est ça qui me permet d'avoir cette communauté, cette légitimité, parce etc. qu'on t'harcèle mais c'est sur pas... Twitter, t'es harcelé pendant le mercato. Mais c'est pas le truc le plus plaisant à faire quand t'es journaliste de foot. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Il y en a, ils adorent faire ça. Moi, c'est pas le truc le plus plaisant. Parce qu'en plus, souvent, pendant le mercato, t'es là, c'est entre 17h et minuit où tous les jours, il commence à se passer des trucs. T'es là, t'es au resto avec ta meuf et tout, t'es au téléphone tout le long. Ou t'es en famille et t'es au téléphone tout le long. C'est l'été, t'as envie de passer des soirées, machin. T'es pris, en fait. Et même si t'as pas de coup de fil, t'es en pression parce que t'es sur un truc, mais t'es pas sûr. C'est quoi le maximum de fois que ton téléphone sonne en une journée, sur une journée record? Ça peut être combien? Je sais pas, j'ai pas envie de faire le Fabrizio Romano, là. Non, en vrai, je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas, 100 fois, je sais pas. Ah non, je sais pas. Bon, du coup, maintenant, j'aimerais bien te poser quand même des questions un peu sur l'actu lyonnaise. Ouais. Parce que bon, t'es quand même un peu bien placé pour parler. Par exemple, Cherki, toi, t'es quand même plutôt fan du joueur, en vrai. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et pourquoi, selon toi, il n'est pas en équipe de France? Est-ce que t'as une explication? Tu peux nous éclairer, peut-être? T'as des pistes? Il y a plein d'explications. Déjà, il a pas trouvé la régularité qui lui permette d'aller en équipe de France. C'est un joueur, moi je suis fan, mais c'est très particulier, c'est-à-dire que quand il a vraiment réussi en sélection avec Thierry Henry, c'est parce qu'il l'a mis dans un système où l'équipe jouait pour lui. Il faut que Ryan Cherki, il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui joue pour lui, et là c'est lui qui va faire gagner l'équipe. Et depuis qu'il a 12 ans, il a été habitué à faire gagner l'équipe. Et en fait, il n'a pas appris à jouer, je dis pas à jouer collectivement et tout, c'est pas ça, parce qu'il est très fort dans la passe, pour moi c'est le meilleur passeur il est le meilleur passeur de Ligue 1, de toute façon. Oui, voilà, mais même dans la qualité de passe et tout, c'est le meilleur d'Europe, là c'est un truc de fou, il voit des trucs que personne ne voit. Mais est-ce que c'est sans le ballon, un peu comme Ben Arfa, les efforts ensemble, etc. Ouais, non mais c'est... Ben Arfa, il faisait gagner beaucoup Nice parce que c'était lui le patron, mais dès qu'il allait dans un club, ouais, mais c'est encore autre chose. C'était plus compliqué. C'est-à-dire que là, par exemple, quand t'es dans un match où tu souffres, mettons Lyon va jouer contre le PSG, il est pas très rapide, il est rapide avec le ballon, il est rapide surtout, il voit très vite, il trouve des passes de ouf, il est spectaculaire. C'est un vrai numéro 10, mais parfois qui n'est pas adapté à certains styles de foot. Et il n'est pas en équipe de France parce que Deschamps, il a besoin de garanties défensives avant tout, tu vois, de garanties athlétiques, de garanties dans l'intensité que peuvent donner les joueurs. C'est tout. Et donc, dans ce registre, il y a des joueurs qui sont devant lui, des joueurs créatifs qui sont devant lui, comme Doué, même Akliouche, qui a une activité... qu'il est même devant Cherki, en fait, Akliouche, il a une activité énorme pendant les matchs. Et en plus, Akliouche, il joue la Ligue des Champions. Et ça, pour Deschamps, c'est hyper important. Ouais. Moi, je trouve ça con. Mais en fait, Deschamps, il faut jouer la Ligue des Champions, sinon tu t'es pas pris en Ligue de France. Olysée, il l'a pris dès qu'il a pris au Bayern. Il n'avait pas joué un match avec le Bayern. En fait, ce qui fait qu'il est sélectionné à l'équipe de France, c'est qu'il joue au Bayern, tu vois. Ouais. C'est pas que ça soit un putain de joueur. Voilà, alors que c'est le même. Donc, voilà, ça tient au profil de Cherki, mais aussi à ce que cherche à faire Deschamps. Avec Zidane, si c'est Zidane à partir de 2026... Cherki, il sera très proche d'être en équipe de France, j'en ai aucun doute. Sur Pierre Sage, ouais. Bon, tu as été le premier à l'avoir interviewé après son éviction. Est-ce que actuellement, quand tu vois le cas Fonseca avec sa suspension et tout, est-ce que encore en plus tu te dis qu'ils auraient dû le garder? Ou est-ce que c'est vraiment une opportunité de marché que tu peux pas refuser? Ouais, à partir du moment où le 28 décembre, le Milan AC vire Fonseca, là, tu sais que ça sent le roussi pour Pierre Sage. Ouais. Parce que Fonseca, il est sur le marché. Pierre Sage, même si ça fonctionne bien, Textor se dit là, j'ai l'opportunité de prendre Fonseca. Parce que Textor, il l'a dit, c'était même pas pour des raisons sportives. Pour des résultats après, ce qu'il a bien arrangé, c'est qu'en janvier, ils n'ont pas gagné un match. Enfin, ils ont gagné un match qu'ils n'auraient même pas dû gagner contre Montpellier, le 4 janvier, et après, ils n'ont plus rien gagné. Ils ont été éliminés face à une N2 ou N3 en Coupe de France. Et d'ailleurs, moi, je pense que s'il avait voulu virer Pierre Sage avec moins de réactions comme ça négatives, il fallait qu'il le vire le soir de Bourgoin ou le lendemain. Là, au moins, il y avait une explication. Il y avait une vraie raison, quoi. Il a attendu, ça a traîné.
Moi, je trouve que le fait de l'avoir viré, c'est injuste quelque part parce que il a l'un des meilleurs bilans de l'histoire du club en tant que coach. Mais si des dirigeants font un choix stratégique, bah c'est leur choix en fait. Ouais. Qui a dit qu'il faut attendre qu'un entraîneur soit dans la crise pour le virer? Bah là, ils ont fait un truc innovant, entre guillemets, malheureusement pour Pierre Sage. Et moi, je le regrette parce que j'aurais aimé que Pierre Sage reste. C'est-à-dire qu'ils ont viré un coach qui a un bon bilan. Parce qu'ils estimaient, par anticipation, qu'il n'allait pas remplir les objectifs. On n'en sait rien, ils les auraient probablement atteints. Mais eux, ils ont pensé qu'ils n'allaient pas les atteindre. Et le fait d'avoir pris Fonseca, le gros caillou dans la chaussure, c'est ce pétage de plomb sur Millau. Et cette suspension, ça c'est le gros caillou dans la chaussure. Parce que dans le jeu, c'est fort quand même ce qu'ils font. Depuis qu'il y a Fonseca, collectivement, l'équipe, je trouve, est très forte. Donc, d'ailleurs, la défaite à Strasbourg, la dernière défaite, elle est un peu en trompe-l'œil, parce que la première mi-temps, elle est exceptionnelle. Strasbourg, après, ils font 10-15 minutes de tempête, ils arrivent à repasser devant, mais dans le jeu, après Paris, Lyon, en ce moment, c'est l'équipe qui joue le mieux en Ligue 1, quoi. Donc, et pourtant, ils sont 6 ou 7e, 7e. Mais c'est tellement serré. S'ils continuent à jouer comme ça, avec ce sérieux, cette culture tactique, etc., que Fonseca leur a insufflé, je pense qu'ils peuvent faire une très bonne fin de saison. Et Pierre Sage, il a pas l'air de l'avoir très mal pris, puisque même donc quand tu lui as parlé, il disait que... Parce que Pierre Sage, c'est la classe, tu vois. C'est la classe, vraiment, quand il parle et tout. Et il l'a forcément mal pris, parce que lui, il considère... qu'il aurait dû rester, ouais. Il considère qu'il aurait dû rester. Mais il dit aussi que si demain Lyon l'appelle, il revient tout de suite, quoi. Bien sûr. Mais il oublie pas un truc, c'est qu'il a des très bonnes relations avec John Textor. Parce que John Textor, c'est lui qui a été fou d'aller le chercher au centre de formation. Ouais. Personne connaissait Pierre Sage, il y avait même plein de journalistes qui le connaissaient pas et tout. Ils savaient pas qui c'était. Il a dit, bah lui, le directeur du centre de formation, c'est lui qui va être coach. Tout le monde a dit, mais il est fou ce mec. Et ça a marché, ça. Le club s'est maintenu, il a sauvé le club. Il est allé en finale de la Coupe de France. Et il a le 3e meilleur bilan de l'histoire d'entraîneur de l'OL, derrière Gérard Rouillet, qui était dans les grandes années. Mais il qualifie même le club en Europa League au final. Fin de saison. Et il qualifie même le club en Europa League. Aujourd'hui, le club va jouer contre Manchester United. Enfin, jeudi prochain. Et pourquoi tu penses que Textor, il a choisi Pierre Sage? Parce qu'il l'a rencontré... Parce que, comme je t'ai dit, il va voir les matchs de jeunes, etc. Et il l'a rencontré un jour où il est allé à l'académie, il avait parlé avec lui. Et il avait été très séduit, ils avaient parlé 1 heure ensemble, il avait été très séduit par sa manière de voir le foot, par sa manière d'expliquer le foot surtout, sa vision du foot. Et Pierre Sage, il parle très bien anglais, il arrive très bien à parler de foot en anglais. Et donc là, Textor, il avait été subjugué par ce mec, il s'était dit, en fait, lui, c'est le mec le plus intelligent du club. C'est ça qu'il s'est dit, c'est le plus intelligent. Et quand il a fallu trouver, parce que la première fois qu'il a fallu trouver un intérimaire, avant Grosso, après Laurent Blanc, il a mis Vuliez. Il a fait un match, c'est pas super bien passé, et ensuite il y a Grosso qui est arrivé. Et quand Grosso a été viré 7 matchs plus tard, là, la plupart des dirigeants du club disent bon, ben on remet Vuliez. Et Textor a dit non, là maintenant c'est Pierre Sage. Et il est venu intérimaire. Malgré le fait qu'il a perdu les 2 premiers matchs, ils ont vu des choses dans le jeu, ils l'ont laissé, et finalement c'est parti, quoi. Ouais, donc c'est assez fou. C'est assez fou. Il y a aussi un autre sujet rapide sur lequel je trouve que tu te mets beaucoup en avant par rapport à beaucoup d'autres journalistes, c'est que tu arrives souvent à évoquer des sujets de société. Notamment, la dernière fois, tu as donné ton avis sur le port du voile dans le sport. Tu as aussi beaucoup donné ton avis sur les propos de Darmanin sur Benzema, etc. Pourquoi pour toi c'est important, quand tu as une tribune comme toi, d'évoquer ces sujets-là? Bah, c'est pas que pour moi c'est important de les évoquer, c'est qu'en fait, que ça soit pour la manière dont Darmanin parlait de Benzema ou ce que le gouvernement fait en ce moment sur le port du voile dans le sport, c'était des sujets qui sont arrivés dans l'équipe du soir. Moi j'ai donné mon avis et j'ai pas envie... Mais t'as pas peur de te mouiller parce que... Mais non, mais je dis vraiment ce que je pense là pour le coup, parce que dans l'équipe du soir, là on est dans la position de chroniqueur, c'est-à-dire qu'on donne notre avis. On dit ce qu'on pense au fond de nous, en fait. Et c'est ça qui est important. Mais tu bottes pas en touche, il y en a qui pourraient le faire, quand même. Mais non, mais si tu bottes en touche, tu te respectes pas, en fait. Parce que, comment dire, dans la vie, il y a deux gros trucs. Il y a les principes et les intérêts. Et dans ta vie, il y a un curseur entre les deux. Et le curseur, il va de l'un à l'autre. Et tu essayes d'avoir un équilibre. Mais la réalité, c'est que si tu privilégies tout le temps tes intérêts, tu te perds. Et il faut toujours, entre
tes principes et tes intérêts, pour moi, c'est mon avis, hein, mais privilégier tes principes sans te soucier de tes intérêts. Après, les gens ils me disent, ouais, mais tu parles à l'antenne du sujet du voile dans le sport, t'as pas peur que l'équipe il te vire ou... Mais non, mais vous êtes... En fait, tu vois, les gens anticipent des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Ou même si, parce que j'ai donné mon avis sur le voile, l'équipe me vire, mais c'est pas possible en fait, ça serait incompréhensible, ça serait illégal, tu vois. On est des citoyens, on a le droit de donner notre avis. Quand je retweete des trucs, quand tu es sur Twitter, c'est un compte perso, et tu es un citoyen, tu as des émotions, tu as de l'empathie, etc. Tu retweets des trucs, si tu as ton employeur qui vient te dire oui, tu devrais pas retweeter ça et tout, mais en fait, je fais ce que je veux, tu vas faire quoi, tu vois? Bon, pour finir, je te pose 5-6 questions rapides. Vas-y. Tu me réponds voilà, oui sans trop réfléchir. Sans réfléchir. Alors, pas oui ou non. Tu peux argumenter un petit peu, ouais. Tu vas voir, il y en a certaines où tu peux le faire. Ok. Et on finit avec ça. Ok. Donc, le plus intéressant à suivre pour toi, entre une victoire de Lyon en Ligue des Champions ou une descente en Ligue 2? Une victoire en Ligue des Champions. Non, mais je suis quelqu'un de positif quand même. Ouais, mais tu dis quand même que même quand Lyon va mal, c'est quand même intéressant et tu peux avoir des trucs super bien à sortir quand Lyon va mal. Alors, on est plus proche d'une possibilité que tu as dit que de l'autre. Je ne dis pas lesquelles. Ouais, je dis pas lesquelles, mais les gens devineront. Mais si je dois choisir, moi, je préfère largement suivre une victoire en Ligue des Champions. Mais tu rigoles ou quoi? Ce serait exceptionnel. Messi ou Ronaldo, en vrai? Quel Ronaldo tu parles? Bah le seul, il y en a qu'un seul, il est portugais, donc je te pose la question. Ah non, mais là, je vais quitter on va tout annuler. Hein. Bah, Messi ou Ronaldo, du coup. Il est juste là. Oui, je vois qu'il est là. Alors, pour moi, la question, elle se pose même pas, mais déjà, quand tu dis Ronaldo... Okay. Non, mais déjà, quand tu dis Ronaldo, il faut préciser Cristiano Ronaldo. Non, parce que pour moi, Ronaldo, c'est R9. R9 est un joueur qui a une legacy supérieure à Cristiano Ronaldo. Et 5 ballons d'or, quand même. 5 ballons d'or, 1 euro, machin. C'est la trace que tu laisses dans l'esprit des gens. Et Messi ou Ronaldo, évidemment Messi. C'est une autre planète. Je suis pas d'accord. Savani m'en fous. Savani ou Benzema? Benzema. Savani, c'est... quand même... C'est le foot qu'on aime et tout, mais... Non, Benzema, en fait, c'est l'histoire, nos histoires sont trop liées. Enfin, lui, il s'en fout, mais genre vraiment, j'ai commencé quand j'étais à l'internat, au lycée, tout ça, et commencé lui à percer en pro, et toute ma carrière a épousé sa carrière jusqu'au moment où je l'interviewe, l'année où il a le Ballon d'Or. Et c'est exactement le foot que j'aime. C'est Zizou et R9, c'est la finesse, l'orientation dans l'espace, l'intelligence de jeu. Non, c'est trop, Benzema. Textor ou Olas? Voilà, ça n'a rien à voir. Je rigole plus quand même avec Textor. J'imagine. C'est plus... Et il y a plus de... Olas, il y avait... Disons qu'Olas, il y avait quand même plus de... Il y avait des choses, hein, il y avait des aspérités, mais c'était plus stable dans la vie du club. Textor, il y a des trucs à raconter et la personnalité est plus marrante. C'est quoi ton plus gros scoop pour Lyon que tu as sorti, tu penses? Bah, Olas qui se fait virer. C'est le plus gros de loin? Bah là, je pense que je l'avais sorti vers minuit et quart ou 1h du mat, je sais plus quand c'était, mais là, quand j'ai sorti ça, Olas quitte l'OL. Mais là, ça fait 37 ans qu'il est la figure emblématique de l'OL. C'est lui qui a créé le club, là, genre limite. Et enfin, pas créé, mais c'est lui qui a fait ce club tel qu'il est aujourd'hui. 37 ans. C'est la plus grande légende du club. Donc, c'est ton âge. Il se fait sortir, c'est mon âge. C'est avant, ouais. C'est mon âge aujourd'hui. Ouais. Bah merci beaucoup Hugo pour ton temps. Je t'en prie. Et surtout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, parce qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent très bientôt. Et voilà, bah merci beaucoup et à la prochaine.